Bienvenue à tous et merci de votre fidélité. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la suite de nos émissions que nous avons choisi d'intituler « Faire face aux difficultés de la vie ». Nous avons pu voir la semaine dernière combien cette question était plus que jamais d'actualité, notamment à cause du grand nombre d'incertitudes auxquelles nous devons faire face. Nous allons explorer aujourd'hui les différents outils que nous propose le bouddhisme pour mieux appréhender cette période difficile, notamment pour les jeunes générations. Alors, comment mettre en place un calme mental, serein et joyeux dans nos vies? Quel peut être le rôle de la méditation? En quoi la pratique de la gratitude et de la compassion est-elle essentielle dans ce contexte? C'est ce que je vous propose de voir sans plus attendre avec notre invité, le docteur Hugues Gouzen. Hugues Gouzen, bonjour. Bonjour Aurélie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Avec plaisir. Je rappelle que vous êtes médecin généraliste, que vous pratiquez depuis une quarantaine d'années le yoga et la méditation, que vous enseignez dans des centres tibétains et que vous avez suivi aussi le cursus méditation et neurosciences à Strasbourg. Oui. C'est un diplôme universitaire qui existe depuis 6 ou 7 ans, je crois. Alors, Hugues Gouzen, on a vu la semaine dernière les différentes difficultés face auxquelles on était confrontés, comment dans votre travail de la médecine, vous y prenez avec vos patients. En fait, on en a déduit que plus on se calmait, plus notre esprit était clair et nous permettait justement d'affronter ces difficultés. Oui, effectivement, cette notion de clarté de l'esprit, c'est quelque chose dont on a tous fait l'expérience. Quand on est en vacances, on est détendu, on est calme, puis on a un magnifique paysage devant nous. On pose notre esprit de manière détendue, on voit tout, on perçoit tout, on analyse, on mémorise. Tout l'esprit fonctionne très bien. Dans la détente de l'esprit, c'est pas une espèce d'avachissement lénifiant qui est à l'opposé de l'esprit actif qui travaille et qui est tendu, etc. C'est vraiment une qualité d'esprit qui est très précieuse et très, très performante. Et alors, quel rôle joue plus précisément la méditation dans cette pratique? Donc face aux difficultés de la vie, effectivement, on se rend compte qu'il vaut mieux avoir un état d'esprit qui tienne mieux la route. Et donc, il va falloir s'entraîner à cultiver des qualités d'esprit qui sont de cet ordre-là. Mais je le répète, on a insisté là-dessus la dernière fois, c'est très important de changer son point de vue. Que l'idée, c'est de mettre en place cet état d'esprit face aux difficultés. Sinon, on se fait une petite bulle de détente par moment, puis dès qu'on se retrouve face aux difficultés, ça recommence. Donc il y a un préalable. Donc il y a un préalable à qui est vraiment, il faut que l'idée que la meilleure manière de s'en sortir, c'est de rester calme, de garder son sang-froid face aux difficultés. C'est pour ça qu'on va pratiquer, c'est pour ça qu'on va entraîner notre esprit. Et pour que ça rentre, je prenais l'exemple du paysage. Quand vous trouvez un joli paysage, vous faites une jolie petite photo, puis vous passez vos chemins, vous êtes content, vous avez un petit souvenir, etc. Et puis vous prenez le temps de vous poser sur le paysage, et là, vous avez plein de choses qui viennent du paysage, plein de détails. Et puis au bout d'un certain temps, vous éprouvez un sentiment de beauté. Il y a quelque chose qui se passe sur le plan émotionnel. On est content d'être là, qui s'est pas passé quand c'est parti à toute vitesse. Est-ce qu'on peut parler de présence consciente, voilà. Par exemple? Donc quand on réfléchit, je termine, pardon, on réfléchit à l'idée que garder son calme, c'est la meilleure solution. Si on prend le temps d'examiner cette proposition, cette réflexion et d'approfondir sa réflexion là-dessus, il va se passer déjà un changement émotionnel, un certain apaisement de l'esprit. C'est déjà important. Avec cette présence consciente. Voilà, avec cette présence conscience qui va s'installer. Cette méditation peut aussi nous permettre de mettre en place une hygiène mentale. Et ce que je trouve intéressant dans ce que vous nous avez dit quand on a préparé l'émission, c'est que ça permettait d'accéder à un calme mental, certes plus serein, mais aussi plus joyeux. Et la joie me semble aussi importante dans ces moments un peu compliqués. Oui, c'est vrai. On peut peut-être pas rentrer dans tous les éléments de détail, de technique, qui nous permettent de nous entraîner. Il y a effectivement la relaxation, il y a la méditation de pleine conscience, il y a la méditation qu'on appelle le calme mental, aussi dans le bouddhisme. Il y a les réflexions de type analytique, dont on a parlé. Et effectivement, tout ça nous aide à développer une certaine tranquillité face aux problèmes, de faire face. Mais on peut aussi éprouver de la joie, et ne serait-ce que d'avoir la joie de bien réagir, de faire ce qu'il faut, d'aller dans le bon sens, d'être quelqu'un de bonne volonté, d'être même dans des grandes catastrophes. On a vu il n'y a pas très longtemps au Maroc, il y avait un tremblement de terre au Maroc.
Et on voyait les gens étaient joyeux de voir les élans de solidarité qu'il y avait à leur égard et de voir comme le peuple marocain était uni. On voyait les gens étaient joyeux de ça. Donc en fait, le contentement, oui, très important aussi. C'est très important aussi, c'est très important. Ouais. Toutes les schématiquement, mais clairement, c'est le travail à faire, c'est de cultiver le maximum d'attitude, d'esprit, donc de clarté mentale, de stabilité, de présence, etc., de la joie, de la paix, de la bonne volonté, etc. Et puis se débarrasser progressivement de toutes ces perturbations de l'esprit, que ce soit la rumination, l'attente anxieuse, le refus, le manque d'acceptation, etc., etc. C'est cultiver des bonnes habitudes d'esprit et se débarrasser, décortiquer, démonter les attitudes d'esprit erronées, les points de vue erronés et les émotions perturbatrices qui nous font nous sentir mal. Bien sûr. Et en fait, c'est comme un exercice. Plus on s'y prend tôt, mieux c'est. Voilà, et puis plus on s'entraîne, mieux c'est. C'est clairement dit dans les textes. Quand on s'entraîne peu, on a peu de résultats. On s'entraîne beaucoup, on a beaucoup de résultats. C'est très très clairement exprimé dans les textes. Et puis, on pourrait presque parler de discipline, dans le sens positif d'ailleurs. Oui. C'est une discipline. Puis on parle des disciples d'ailleurs d'une pratique spirituelle. Oui. Tout à fait. Alors, comment la pensée de l'impermanence peut impacter aussi justement notre attitude face au phénomène de la vie ? L'impermanence, pourrait apparaître comme quelque chose un principe un peu abstrait. Alors c'est très concret, on voit bien qu'il ne fait pas le même temps, la même température, qu'on vieillit, etc. La question, c'est comment on s'adapte psychologiquement à l'impermanence. C'est ça le plus important. Si on accepte l'impermanence ou si on l'anticipe, si on l'accepte, par exemple quand il y a des situations positives, quand ça s'arrête, on n'est pas content. Ah, c'est la fin des vacances. Ah, c'est la fin du week-end. Oh, pourvu que ça dure. Alors qu'en réalité, c'est pas possible. Donc si on accepte que c'est fini, c'est fini, puis c'est fini. Sinon, on éprouve un sentiment de déception, de découragement, et on est encore plus mécontent de repartir au travail, etc. C'est juste une attitude psychologique sur le fait d'accepter et vraiment l'impermanence sur des situations positives. Sur les problèmes, c'est pareil. Quand il y a des difficultés, elles sont impermanentes aussi. Il y a un moment où ça finit par s'arrêter. Ça va bouger aussi. Donc on peut pas... Est-ce qu'on peut parler de perte et de gain ? Alors il y a aussi effectivement l'impermanence de la vie qui fait qu'on n'a pas une situation économique toujours la même, on n'a pas toujours les mêmes amis, on a des nouveaux amis, des amis qui partent, qui nous quittent, ou on se fâche, ou qui... il y a des hauts et des bas sur le plan financier, il y a des périodes de vache maigre, des périodes d'opulence, tout le monde rencontre des aléas comme ça. Et si on l'accepte, tout va bien. Si on l'accepte pas, on éprouve des sentiments d'insatisfaction, de déception, etc., qui tout au long de notre vie. Alors en fait, ça rejoint aussi un peu le mécanisme de dualité dans le bouddhisme. Il y a beaucoup d'aspects de dualité dont on parle dans le bouddhisme, mais un qui est important ici, face aux difficultés de la vie, c'est la dualité face aux difficultés psychologiques d'osciller entre l'espoir et la crainte. Alors c'est un enseignement dont j'ai beaucoup entendu parler, mais qui me heurtait parce que je me disais, mais pour nous, l'espoir fait vivre, c'est présenté comme quelque chose de très positif. Mais en même temps, on a l'espoir que ça se passe bien, mais inévitablement, on a en même temps la crainte que ça se passe mal. Donc, c'est pas une situation psychologique si confortable que ça. Et puis, quand on a des espoirs que ça se passe bien, et puis qu'on tient avec ça, et puis que ça se passe pas bien, on est encore plus déçu. Et donc, ça, concrètement et pratiquement, ça nous apporte pas tous les bénéfices de bien-être qu'on pourrait souhaiter. Par contre, si on sort de cette logique espoir et la crainte, on peut se dire, il peut se passer ça, il peut se passer ça, il peut passer ça et ça ou ça. Et s'il se passe ça, je ferai ça. S'il se passe ça, je fais ça. S'il se passe ça, y compris le pire. Si je passe ça, si le pire arrive, il faudra bien le rencontrer, cette situation. Donc en fait, c'est anticiper vraiment. Voilà, on anticipe, on se prépare, comme on parlait la dernière fois des militaires qui se préparent au combat. Il peut aussi leur arriver le pire et le meilleur aussi. Et ils se préparent aussi psychologiquement Et quand on accepte c'est une stratégie que j'aime bien mettre en place, c'est quand on accepte le pire, tout le reste est moins pire, donc c'est... Oui, c'est sûr. Donc tout le reste est plus facile à accepter aussi, et on est prêt aux éventualités qui peuvent arriver. Ce qui ne nous empêche pas de faire tout ce qu'on peut pour que
que le meilleur arrive ou le moins mal, voilà. De se donner les moyens justement pour Voilà, quand pour même... faire influer autant qu'on peut à ce que la situation s'améliore, sachant qu'on n'aura jamais 20 sur 20 à tout, comme on n'avait pas à l'école non plus. Bien sûr. Alors, on a parlé tout à l'heure du contentement, ce qui rejoint aussi la notion de gratitude, chère au bouddhisme. Il y a aussi une notion essentielle, me semble-t-il, c'est la compassion. Alors, la compassion est définie comme étant le noble sentiment qui souhaite atténuer les souffrances ou faire disparaître les souffrances d'autrui. Donc la compassion est déjà là quand on se met sur ce chemin de gérer son stress, c'est déjà à l'égard de soi-même, de la compassion, d'essayer de bien gérer les choses. C'est un acte de compassion dès le départ. Et tout le chemin qu'on fait est sans arrêt imprégné par cette idée de vouloir aller mieux, de vouloir que les problèmes s'améliorent, les siens ou ceux des autres. C'est omniprésente cette compassion. Pour terminer, j'aimerais que vous nous partagiez justement une question que vous posez souvent à vos patients pour les aider à court-circuiter leur ego, parce que c'est très, très important dans ces stratégies dont vous parlez. De quoi s'agit-il, docteur ? C'est vrai que l'ego, c'est quelque chose qui, dans le bouddhisme, fait être au cœur de la discussion et au cœur de nos difficultés. Et j'étais moi-même très interpellé. Je me dis, attends, mais moi, je me sens pas en train de saisir mon ego, je suis en train de me sentir triste, ou je me sens contrarié, etc. Et puis, à force d'y réfléchir, j'ai fini par adopter cette attitude que je propose à mes patients. Donc, c'est un homme, je lui dis par exemple, imaginez que vous avez un bon copain qui est né comme vous, qui a grandi comme vous, qui a la même histoire que vous, qu'on est exactement dans la même situation que vous aujourd'hui. Est-ce que vous l'encouragez à vous stresser comme vous le faites, ou est-ce que vous l'encouragez plutôt à se calmer ? Et dans la grande majorité des cas, je vois apparaître un petit sourire. Bien évidemment, je l'encouragerai à se calmer. Oui, mais... je dis, oui, mais vous adoptez une attitude et un mode d'appréhension de la situation qui est totalement le contraire de ce que vous faites. Dans un cas, vous justifiez vos stress et votre mal-être, et dans l'autre, vous justifiez toutes les bonnes raisons de se calmer. Les deux sont totalement opposés, ne peuvent pas être vrais en même temps. Et quand on voit cette réalité, quand on voit cette absurdité, cette contradiction, ça aide à lâcher. Oui. Voilà. Oui. Et c'est complètement basé sur cette idée d'ego. Pour soi et pour les autres, on ne pense pas pareil. Oui, c'est vrai. Ouais, donc ça doit nous attirer l'attention sur dire il y a un petit quelque chose qui ne va pas de ce côté-là. Bien, merci pour tous ces conseils, docteur. Merci d'avoir été présent avec nous pour ces 2 émissions. Et à très bientôt. Avec plaisir, merci Aurélie. Et si vous souhaitez poursuivre cette réflexion, voici quelques pistes de lecture. Les profils émotionnels du professeur Richard Davidson aux éditions Les Arènes. Dans ce livre, fruit de plus de 30 ans de recherche, Richard Davidson bâtit une véritable science des émotions. Il aide chacun à identifier son profil émotionnel à l'aide de questionnaires et d'exercices d'auto-évaluation et à réguler ses émotions grâce à un entraînement mental adapté à chaque profil. N'oublie pas d'être heureux du docteur Christophe André aux éditions Odile Jacob. Dans cet ouvrage très personnel, Christophe André nous accompagne sur le chemin d'une vie plus épanouie, plus heureuse et plus sage, pour mieux traverser les hivers et les étés de notre existence. Parcouru de conseils et d'exercices, cet abécédaire constitue une méthode passionnante et convaincante pour apprendre à vivre heureux. Et enfin, L'infini pouvoir de guérison de l'esprit de Tulku Thondup aux éditions Le Courrier du Livre. Dans cet ouvrage inspirant sur l'art de guérir selon les préceptes bouddhistes, vous trouverez un enseignement précieux sur la manière d'aborder les émotions. C'est la fin de notre émission. Vous pouvez la retrouver sur la plateforme France.tv. Je vous souhaite une très, très belle semaine.